donc, au nom du conseil municipal et en mon nom, je suis heureux de vous accueillir à Batz. Et je vais vous faire un petit propos introductif sur le village, mais d'une façon, peut-être à ma façon de la faire. Voilà. Bon, Batz, c'est un petit village, c'est 780 habitants. 780 hectares, pardon. Voilà. Bon, je vais recommencer. Parce que je pense que j'ai quand même oublié quelque chose. Parce que bon, ce soir, on accueille quand même quelques personnalités parmi nous. Madame la sénatrice, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Le conseiller départemental, on est habitué, il est délégué, comme toi, mais bon. Aussi le capitaine Avril qui vous dira un mot. Ça y est, on va y être. On recommence. Bon, donc à Batz, c'est comme ailleurs, il y a un tissu associatif qui s'occupe de tout. Et là, ce jour-ci, bien sûr, c'est le comité des fêtes qui est en action, puisque nous avons les fêtes patronales le 13, le 14 et 15. Donc, pour rassurer le capitaine, j'ai pris contact avec le lieutenant de notre brigade. Bon, Batz avait une population de 230 habitants en 1999. On est aujourd'hui à 314 habitants. Ça fait 36% d'augmentation, ça fait 2% par an. Bon, il y a une raison à ça, que je vais essayer de vous exposer. En 1999, on a fait un premier réseau d'égouts dans le bourg, au début de la compétence du syndicat des eaux du Tursan. C'est le syndicat des eaux du Tursan qui a tout réalisé. Nous avons donné notre compétence au syndicat. En 2000, nous avons créé un lotissement des jardins, qui est en dessous de l'église et qui est un épaississement du bourg. On a vendu 6 lots. À cette époque-là, on avait réussi à pouvoir vendre à 13 € le mètre carré. En 2012, on a acheté 1,45 hectare. J'ai oublié quelque chose. En 2002, on a fait un deuxième réseau d'égouts dans le quartier des Bidalons. Et c'était le début de l'équipe travaux du syndicat des eaux. En 2012, on a réussi à acheter 1,45 hectare de terrain pour faire du lotissement. On a vendu de suite 2 lots à 23 €. Et en 2014, on a créé un lotissement de 6 lots. Et à ce jour, on en a vendu 4. Et en 2017, cette année, on a encore acheté de la réserve foncière urbanisable, puisqu'on avait fait notre document d'urbanisme, une réserve foncière d'1,5 hectare. Voilà. Je voulais dire ça sur Batz, parce que dans le temps, il y a eu une citation je crois que c'était un ministre d'Henri IV, Sully, qui avait dit « Pâturage et labourage sont les mamelles de la France ». Mais je voulais faire part, disons, de cette volonté qu'ont eu les 4 équipes municipales depuis 1995, parce que je suis persuadé aujourd'hui que assainissement et maîtrise foncière sont vraiment les 2 axes de développement de nos communes, si du moins on le désire. Voilà, donc en quelques mots, Batz avec son évolution et les choses qu'il a mises en place depuis quelques années, depuis 1995. Voilà. Donc Marcel, je ne vais pas monopoliser plus, je vais te passer la parole. Merci Jean-Jacques, merci pour ton accueil. Je vais, avant
avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire l'appel le temps que quelques retardataires qui se sont annoncés arrivent, ce que je vous propose, c'est de céder la parole de suite au capitaine Avril, donc, qui est notre nouveau, alors que je ne dise pas de bêtises, nouveau commandant de compagnie au secteur Mont-de-Marsan, c'est ça, et donc qui souhaitait rencontrer l'ensemble des élus. Comme vous voulez. Je vais essayer d'avoir la voix qui porte. Je vais vous mettre pour m'adresser à tout le monde. Voilà. Oui, alors je suis le capitaine Avril. Certains ont peut-être eu la chance, l'occasion de me voir dans le journal, parce que j'ai un article pour une page quasiment ARL. Voilà, donc je suis affecté à la tête de la compagnie de gendarmerie départementale de Mont-de-Marsan depuis le 1er août dernier. Je suis arrivé avec mon adjoint et je pense, j'en suis convaincu, que c'est important. Comme nous allons être amenés à nous croiser pour diverses manifestations, des fêtes patronales, mais pas que, je pense que c'est important que vous mettiez au moins un visage sur un... Quand vous en préparez de nom du capitaine Avril, sachez que c'est bon. Alors, je suis arrivé ici à la compagnie de Mont-de-Marsan après 20 ans de gendarmerie. J'ai commencé en bas de l'échelle en tant que officier de gendarmerie. J'ai fait un peu de gendarmerie mobile, de l'ordre public, un peu de brigade. J'étais à Marseille, j'étais au sud de Nantes, dans la région du Muscadet, pour ceux à qui ça parle. Et puis j'ai été à Bordeaux, parce que mon épouse est de Bordeaux, 4 ans. Donc de 2009 à 2013, j'étais à la section recherche de Bordeaux, donc enquêteur, police judiciaire, spécialisé dans les réseaux criminels des pays de l'Est, et puis pendant un an sur la pédopornographie, des domaines judiciaires purs. À l'issue, 4 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale en tant qu'instructeur. D'abord encadrant en apposant pendant un an, et puis 3 ans à enseigner la police judiciaire aux jeunes élèves officiers, qui ensuite viennent prendre des communautés de brigade, comme on peut avoir à Air-sur-la-Gorge. Même si c'est pas un jeune, lieutenant, sauf dans le grade, mais pas dans l'âge. Et puis à l'issue, je demande à commander une compagnie, je demande l'Aquitaine, parce que c'est une région que je connais, mais si je ne connais pas vraiment les Landes, mais je connaissais la région bordelaise, je vais encore dans le Pays Basque, je connais aussi un petit peu le Pays Basque, c'est une région que l'on aime bien. Donc je suis marié, je suis père de 2 enfants, de petites filles de 8 et 11 ans, la plus grande a fait son entrée au collège cette année. Donc un moment important qu'on essaie de concilier avec la vie professionnelle, c'est pas toujours simple. On va parler avec le maire et tout ce faisant, effectivement. Même si la famille comprend, l'accepte, pour autant, c'est pas toujours aussi facile. Il faut expliquer qu'on n'est pas là le soir. Ce soir, il y avait une réunion parents-professeurs. On écoute des clés. Donc c'est des sacrifices, mais c'est plein de satisfaction. Donc j'ai la chance de commander 111 personnes sur le papier. 111 personnes sur le papier, pourquoi? Parce qu'en vrai, c'est pas exactement ça. En vrai, il y a toujours des gens qui sont malades, qui sont détachés à droite et à gauche, qui ne sont pas là. Et donc j'en ai un petit peu moins. J'en ai un petit peu moins dans la main. Et pourquoi je vous dis? Parce que ça se traduit directement sur le terrain, ça se traduit par pas des problèmes en termes d'effectifs, mais des problèmes notamment en termes de visibilité. Alors, je découvre la compagnie, je découvre ma circonscription, c'est un grand terrain de jeu, les Landes, c'est un des plus grands départements de France, si ce n'est le plus grand. J'ai la moitié quasiment du département à ma charge, avec 111 personnels. Effectivement, j'ai une grande surface, pas une grosse population en termes de densité, mais pour autant il y a un grand espace à couvrir. L'espace, on parle juste du maillage territorial de la gendarmerie qui est présente un peu partout. Alors pour être présent un peu partout, il faut avoir des brigades et puis il faut avoir des personnels. Des personnels, j'en ai quelques-uns, pas autant que je voudrais, on n'a jamais assez. Donc on a des problèmes de temps en temps en termes de visibilité. Est-ce qu'on peut assurer toutes les fonctions? Oui. Est-ce qu'on peut mettre tous les personnels dont on dispose? Oui. Est-ce qu'on a assez de personnel pour tout? Des fois, c'est compliqué. Donc moi, je manœuvre sur une compagnie, donc je fais le principe de la compagnie. Quand il m'en manque ici, un jour, parce qu'il y a une opération de police judiciaire, j'en prends là et puis je le mets ici. Ça se passe pareil. Ça se passe pareil sur votre circonscription, sur les communes qui sont représentées ce soir. Donc ça veut dire que je sais très bien que vous faites de gros efforts, notamment en termes d'encadrement, de sécurisation des fêtes patronales, pour tout ce qui est un rassemblement de personnes, qui vous est demandé des gros efforts. C'est pas tant la gendarmerie qui demande que la préfecture. Vous avez demandé des gros efforts. Alors, vous n'êtes pas seul. La gendarmerie fait des efforts déjà parce que c'est son travail, et parce qu'on est là à vos côtés. On est là pour travailler. On parle toujours de coproduction de sécurité. Donc c'est toujours quelque chose qui sera bien évidemment à l'ordre du jour. En plus, la lettre de mission confiée par la direction générale, par le général Duré, donc à la tête de la gendarmerie, donc des 100 000 hommes qui composent la gendarmerie, c'est de renouer avec la population, de reprendre pied, d'ancrer vraiment la gendarmerie sur les territoires. Donc si le directeur général dit cela, c'est bien parce qu'à un moment, on considère qu'on a perdu cette entrave.
Donc évidemment, la société évolue, la gendarmerie suit l'évolution. Évidemment, c'est plus la gendarmerie d'il y a 20 ans, que moi j'ai pu connaître quand j'étais jeune, où ils venaient, ils passaient, on les voyait toujours, ils s'arrêtaient, ils faisaient boire un canon dans le bar du coin, etc. etc. C'est plus ça. Alors j'ai dit, le directeur général, il dit qu'il faut revenir à ça. Ça ne veut pas dire boire un canon dans tous les bars du coin. Mais ça veut dire qu'il faut revenir avec la population. Donc moi, si je suis là, c'est ma lettre de mission, je suis là pour instaurer cela, ou pour réinstaurer cela. Donc, dans un monde idéal, ça serait le claquement de doigts, parce que c'est moi qui commande et qu'on est un petit peu militaire, donc les gens feraient, voilà. C'est pas aussi facile, parce que culturellement, c'est quelque chose qu'on a perdu. On a des jeunes qui sont arrivés, qui n'ont pas été formés par les plus anciens, donc c'est quelque chose qu'on a perdu petit à petit. Donc les gens, ils font quelque chose, mais ils vont plus voir au secrétariat de mairie. Ils se mettent en service de police route, ils vont pas dire qu'ils sont là. Ils croisent quelqu'un, au lieu de descendre, s'arrêter, puis de discuter avec le garde champêtre du coin, ben non, on reste dans la voiture, on passe, on fait un signe de la main, et puis on s'arrête pas. D'accord, on est plutôt ce portage. Alors c'est pas partout. Hein, on a de temps en temps des individus localisés qui sont bien ancrés parce qu'ils sont ici, parce que c'est 10, 15, 20 ans, donc ils connaissent les gens, donc ça arrive. Mais moi, ce que je veux faire et ce que je dois faire, c'est remettre même les plus jeunes au contact des gens. C'est-à-dire des gens qui descendent du véhicule, je ne veux pas dire acheter des chaussures de marche et puis des vélos à tout le monde, et que voilà, mais c'est-à-dire que les gens vont s'arrêter, vont descendre, vont venir se présenter, et vous allez savoir ce qui se passe. Vous allez être associé à la vie de la gendarmerie, à l'action de la gendarmerie dans vos communes. Ce qui est important. J'ai trop de retours, pas encore ici, parce que je n'ai pas encore vu tout le monde, évidemment, mais notamment dans l'Est de la circonscription, là, sur les communautés de brigades de Villeneuve et consorts. J'ai trop de retours d'élus qui me disent, moi j'ai une gendarmerie, je ne sais pas ce qu'elle fait. On me dit, ouais, ils sont là, je ne sais pas, je les vois plus. Ou j'ai un gendarme qui a acheté une maison, il paraît qu'il habite chez moi, ça fait 6 mois, mais il n'est jamais venu se présenter. Ouais, ça c'est des choses que je ne peux pas dire que je trouve ça inacceptable, parce que je n'ai pas de jugement à porter. C'est des choses, des comportements que je veux faire évoluer. Donc voilà, donc on est toujours dans les thématiques de lutte contre le cambriolage, la prévention, la sécurité routière et tout ça, donc ça des thématiques qui sont connues, maîtrisées, même si on sait que c'est des situations qu'il faut toujours prendre en compte, hein, n'est-ce pas ? Mais ce que je veux remettre en plus, c'est cette notion de proximité et de contact. Pour que vous redécouvriez à nouveau la gendarmerie chez vous, dans vos habitations, mais dans vos biens. Vous sachiez vraiment ce qui se passe et qu'ensemble, on travaille de concert. Je pense qu'on recherche à peu près la même chose. Que tout se passe bien, que la sécurité soit assurée chez vous et qu'on n'ait pas un sentiment d'insécurité qui monte, mais bien un sentiment de sécurité qui monte. Et ça passe par une présence. Quand on va serrer la main du boulanger en achetant sa baguette, pas entre midi et deux en catimini, mais en service, et qu'on nous dit ah bah attention, la caisse enregistreuse, en ce moment il y a des vols dans les boulangeries, les gens passent par derrière, c'est pas verrouillé, attention, on fait de la prévention. On contribue à cette coproduction de sécurité. Donc voilà ce vers quoi j'aimerais être tendre. Voilà, alors c'était juste une petite présentation, je vous remercie encore M. le Président de m'avoir accordé ces 5-10 minutes. Je veux juste voilà, bien identifier et puis répondre à vos questions éventuellement si vous en avez. Pardon. Alors moi je suis sur mon Marsan, le plus possible j'essaie d'être sur le terrain. Ceci étant, je ne vous apprends rien, je travaille dans une administration. En tant que tel, je ne suis pas un administratif pur, mais j'ai des problématiques RH, administratives, budgétaires, matérielles, immobilières à gérer notamment. Ça veut dire que ça me prend un petit peu de temps. Ça prend pas tout mon temps, ça me prend un petit peu de temps. Je ne suis pas aussi souvent que je le voudrais sur le terrain. Donc vous avez vos interlocuteurs réguliers de contact. Hein, vous avez vos brigades de référence, qu'elles soient Saint-Sauvé, AGPMO, Restauration, etc. Donc vous avez des interlocuteurs. Pour autant, on est disponible. Pas parce qu'il y a des problèmes avec des interlocuteurs de contact, mais parce que vous voulez vous associer, vous voulez nous faire partager. Donc ce que je vous plaît à dire dans les réunions, n'hésitez pas à nous inviter, à inviter les gendarmes, à inviter les personnes de la compagnie, donc moi ou mon adjoint. C'est avec plaisir qu'on se rend chez les uns et les autres pour voir, pour découvrir, pour apprendre. Hein, moi je viens d'un petit village dans l'Anjou, ça n'a rien à voir. En tradition, on a des traditions aussi rurales, mais qui ne sont pas celles d'ici. Moi, ça ne me dérange pas de découvrir le bien-être. C'est quelque chose que je fais avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Au contraire, n'invitez pas, ne m'invitez pas en vous disant je le fais par politesse, il ne viendra pas. Vous avez surpris. Je n'arrive pas ce week-end, mais en ensemble, on m'invite à la Canada. Moi, je fais. Enfin, il n'y a pas de souci quoi. Je suis ouvert. Si vous m'invitez, il y a des chances même que vous me voyez. Voilà. Si vous avez des questions, pas de souci. Tout est avec vous, je suis joignable, disponible. Alors, je vais pas remettre une carte à chacun. Vous me trouverez, je suis dans la mer, hein, quand on tape gendarmerie Mont-Marsan, vous allez voir les personnes des brigades. Vous me trouverez sans aucun. Je vous cache pas. Merci à vous.
merci et bienvenue dans les Landes alors, hein, puisqu'on va être amené à travailler quelques temps ensemble. Et donc, merci pour votre présentation. Et donc, il y a aujourd'hui, je pense qu'à quelques absents près, au moins 50 maires de nous. Donc, ça. Carte plein, si j'avais des statistiques. Alors, vous verrez, on parle souvent de statistiques. Alors, j'aime bien parler. Alors, on parle souvent de statistiques, de quotas, des choses comme ça. Alors, ça n'existe pas. Les statistiques, oui. On a la chance d'avoir un colonel qui commande le groupement de la gendarmerie des Landes, qui était monsieur statistique avant. Donc, il vient de Paris, qui est arrivé il y a un an, c'est lui qui faisait les statistiques. Donc, il a bien conscience que les statistiques, on leur fait dire son jeu. Sur la manière dont on les interprète, c'est toujours soumis à l'interprétation. Donc, on a des statistiques, après, on leur fait dire ce qu'on veut. Donc, moi, j'agis, je suis jugé sur le terrain. Et je préfère qu'on me dise, ouais, mais là, vous n'êtes jamais sur le terrain. Et je dis, bah oui, mais regardez, finalement, j'ai eu 2 morts en moins. Je suis peut-être pas sur le terrain, mais j'ai fait autre chose qui a mieux fonctionné. Voilà, donc, on a des statistiques, mais on faire son don. Ne vous inquiétez pas, je serai à vos côtés à chaque fois que je peux et à chaque fois qu'il vous faudra. Et n'hésitez pas à revenir à la charge. Vous avez un certain nombre d'obligations à respecter, parce que c'est la préfecture qui le veut, vous avez un certain nombre de droits. Et la gendarmerie est bien là, garant pour assurer la sécurité, la tranquillité, la paix publique, enfin tout ce qu'on veut. On est bien là, on n'est pas forcément dimensionné pour, des fois, on fait ce qu'il faut pour faire au mieux avec ce qu'on a. En France, on est très fort, de toute façon, avec la ficelle, on fait des miracles. Mais on est là pour vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Autant que possible, on sera là. Encore merci. À vous pour votre accueil. Merci à vous. C'est bien la bonne continuation. Donc, on va démarrer par l'appel. Donc, Jean Lafitte, Vincent Dartos, Francis Cazot, Jean-Louis Laporte, Roselyne Lacouture, Jean-Jacques Dutoya, Serge Duclas, Dominique Last, Daniel Cardone, Annie Marsan, Francis Lafitte, Benoît Bancon, remplacé par Marilène Benquet, Jean-Marc Botti, Franck Beder, Yves Ducap, Jean-Luc Lafenêtre, Gilles Couture, Serge Lansament a donné pouvoir à Pascal Requena, Jean-Claude Cature, Colette d'Estrade, Michel Normandieu, Dorine Lafitte, Benoît Labatte, Clémence Ponce a donné pouvoir à Colette d'Estrade, Henri Terbu, Monique Hubert, Titi Lapique, Gilbert Lannes, Jean Berceau, Denis Martin a donné pouvoir à Bernard Dessart, Roland Brisset, Christian Boulin, excusez. Philippe Tellet, Stéphane Cabane, Michel Frug et représenté par Pierre Salle, ça. Philippe Granger est arrivé. Pascal Beaumont est arrivé aussi. David Nogues, Christian Guichenet, Dominique Azoviel, Claude Boisseau, Patrice Suppi, Claude Boisseau, je sais qu'elle est là parce que j'ai dit oui. Jean-Claude Duclas non plus n'est pas là dans mon gaillard pour l'instant. Jean-Jacques Delès, Maryse Castagnos, Alain Duluc, Guillaume Dutoya, Chantal Daribert, Jean-Pierre Laferrère, André Passicos, Jean-Jacques Danet. Ah oui, donc remplacé par Christian Hans. Jacques Labelle est excusé, ainsi que Jean-Pascal Prouer, Émile Laborde, Philippe Dutoya, Arnaud Tauzin, Marion Bergignan, Yoann Labarère a donné pouvoir à Marion Bergignan, Marie-Ange Babert a donné pouvoir à Arnaud Tauzin, Jacques Choulet a donné pouvoir à Elisabeth Brett, Marie-Claire Duprat, là, Jean-Marc Fabier a donné pouvoir à Aurélie Levesque, Elisabeth Brett, et là, Arnaud Fabre a donné pouvoir à Marie-Claire Duprat,
Aurélie Levesque est là. Olivier Martinez. Marjorie Foudou se donner pouvoir. Olivier Martinez. Jean-Élie Goyen, oui. Frédéric Lespion. Excusez. Didier Dupouille. Oui. Didier Dufour. Oui. Geneviève Anaclé. Gilbert Dubic. Et Roland Dufour. Roland est là? Ah, ni Roland ni Franck Duparc. Autant pour moi. Merci. Donc pour commencer cette séance, le PV de la dernière séance qui remonte au mois de juillet, est-ce que vous avez reçu, est-ce que ça appelle des commentaires de votre part? Non. On a le micro, Marie-Claire, s'il vous plaît. Oui, j'ai quelques commentaires sur les rendus de commission. J'ai été amenée à rectifier un rendu de commission qui ne me semblait pas conforme à ce qui avait été dit en commission. Et je constate malheureusement que, ça fait plusieurs fois que je fais des remarques et que ce n'est jamais rectifié. Alors, c'est peut-être pas dans le compte rendu que je n'ai pas regardé, mais les commissions, il serait bien qu'on ne fasse pas des interprétations, que l'on dise exactement ce qui s'est passé. S'il y a des corrections à apporter au PV de commission, je vous demande de les faire. Il y a des présidents de commission en charge. Donc là, je parlais bien du PV de la dernière séance du Conseil communautaire du mois de juillet. Donc je prends note de la remarque qui concerne les présidents de commission et chacun aura entendu cette remarque et en fera, je n'en doute pas, bon usage. Concernant le PV du Conseil communautaire, je réitère ma question. Est-ce qu'il y a des commentaires spécifiquement sur ce PV? Non. Donc est-ce qu'il y a des oppositions à son adoption en l'état? Des abstentions? Je vous en remercie. Il nous faut également désigner un secrétaire de séance. Je vous propose que Jean-Jacques Dutoya, notre hôte, s'acquitte également de cette tâche-là. Personne n'y voit d'inconvénient. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'ordre du jour. Dans le premier point, à l'ordre du jour, est donc la prise de compétences GEMAPI. On en a déjà un peu parlé dans les différents bureaux, et notamment les bureaux étendus. Et je vous redis ce que j'ai déjà eu l'occasion de préciser en bureau le dernier, il y a 15 jours. Donc ce soir, c'est une délibération qui, bien que la prise de compétence GEMAPI soit une obligation légale, on doit néanmoins modifier nos statuts et l'intégrer à nos statuts par délibération, selon la procédure classique, avec une majorité de vote aujourd'hui, plus une validation à la majorité qualifiée par les conseils municipaux. Donc c'est ce protocole qui démarre aujourd'hui. Au terme de cette démarche-là, la communauté de communes aura la compétence. Et après, on aura encore jusqu'au mois de janvier ou plus, quand elle deviendra effective, puisque normalement elle devrait devenir effective au 1er janvier, à voir plus précisément comment est-ce qu'on l'exerce. Alors, est-ce qu'on l'exerce en direct, est-ce qu'on l'exerce en plein, est-ce qu'on la rétrocède, qui a des syndicats de rivière, à des syndicats mixtes qui couvrent plusieurs bassins? Pour éclairer nos lanternes et prendre les délibérations aussi éclairées que possible, je pense que je vous l'ai déjà dit, l'institution Adour viendra au prochain conseil communautaire et je vous demande de noter qu'il ne sera non pas le 26 octobre mais le 25, de l'anticiper d'un jour parce qu'il y a une réunion au pays qui va concerner pas mal d'entre vous, donc on va l'avancer d'un jour, donc le 25 octobre, l'institution Adour, on va le travailler d'ici là, avec notamment Jean-Jacques et la commission aménagement, viendra nous présenter la façon dont on pourrait rétrocéder surtout la compétence PI
prévention inondation, à cette entité-là, sur le bassin de l'Adour. Et de la même manière, il y a un travail qui sera mené avec les 2 syndicats de rivière, enfin il y en a peut-être plus que 2, enfin il y en a au moins 2 avec lesquels on a déjà pris contact, avec le travail, le CIRBAL et le CIMAL, pour voir comment on pourrait également leur transférer la compétence GEMA, qu'ils exercent déjà pour le compte des communes actuellement. Et après, il restera, et ça c'est un travail qui n'est pas encore fait, je ne sais plus comment s'appelle le syndicat des l'œil, quel est ce nom pour les communes concernées? Il y en a pas un qui couvre le bassin versant du sud de HCU là. Hein? Voilà. Donc voilà. J'ai fait une petite digression sur cette compétence, et donc on aura y travailler dans les prochains mois pour voir comment est-ce qu'on l'exerce. Donc, quant à la prise de compétence elle-même, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, ben, je vais vous demander qui s'y oppose, qui s'abstient. Et donc, vous serez destinataire dans chaque mairie de cette délibération. Vous avez 3 mois, enfin, je ne vous fais pas de topo, vous l'avez dans la note de synthèse de la procédure qui suivra. Le point numéro 2, donc suite à la modification statutaire du CIETOM effective au 18 juillet dernier validé par arrêté préfectoral, il nous faut réinstaurer le mode de perception du financement des ordures ménagères. Donc je ne refais pas le débat là, qui a eu lieu notamment au mois de juillet, dans le bureau, on avait eu lieu au mois de juillet. Et donc, il vous est proposé par une délibération ce soir d'instaurer la TOM comme un moyen de percevoir les fonds nécessaires au financement du service ordures ménagères. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions que l'on n'aurait pas abordées dans les bureaux précédents? Il n'y en a pas? Donc, qui s'oppose à l'instauration de la TOM? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc maintenant qu'on a instauré la TOM comme un mode de perception, il vous est proposé d'adapter la façon de la calculer et d'instaurer notamment un zonage, d'instaurer le zonage par commune. Et donc je ne refais pas les débats qui ont eu lieu en commission et en bureau. Il semble pas. C'est le moyen de rapprocher le plus possible le montant perçu par habitant du montant facturé par habitant par le syndicat. C'est-à-dire par ce moyen-là, on abolit les disparités. Je ne refais pas le débat, on va pas l'en faire en entier, au moins que vous y teniez, mais c'est le moyen d'abolir les différences de calcul de base entre communes, notamment. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là, ou est-ce que les discussions en amont ont suffisamment éclairé vos lanternes respectives? Non? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à l'instauration de ce zonage sur des bases communales? Une opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Dans le 4e point, il vous est proposé de réinstaurer l'exonération des locaux à usage industriel et commerciaux. Le principe en étant que les locaux industriels et commerciaux qui bénéficient d'un système de traitement des déchets, de leurs déchets, par des professionnels, peuvent en demander l'exonération. À l'heure actuelle, on n'a pas pris le temps, et on n'avait pas le temps de réinterroger l'ensemble des bénéficiaires de ce dispositif-là. Donc, par cette délibération, il vous est proposé de proroger la liste des bénéficiaires dont disposait le CIETOM, puisque antérieurement, c'était le CIETOM qui prenait cette délibération d'exonération, et de la proroger d'un an, puisque les délibérations fiscales doivent être prises avant le 1er octobre, et et d'ici l'année prochaine, on aura, je dirais, le temps d'organiser matériellement
la justification de cette délibération, c'est-à-dire interroger les bénéficiaires et leur demander ce qui semble être pour le moins normal, une justification, la justification du fait qu'ils disposent des conditions d'éligibilité à cette exonération, à savoir qu'ils sont effectivement contractuellement couverts par une évacuation des déchets par un prestataire et que donc ils n'ont pas besoin des services du syndicat d'enlèvement des ordures ménagères. Donc là, il s'agit d'une reconduction des exonérations qui existaient sur l'ensemble des périmètres du SIETOM. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des oppositions à la mise en place de cette exonération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Au point numéro 5, il vous est proposé de délibérer sur là aussi c'est la reprise d'une délibération qui existait au niveau du SIETOM. Et en résumé, cette délibération dit que la distance entre le domicile et le point d'accès au point d'enlèvement des ordures ménagères ne constitue pas une raison valable à l'exonération de la fiscalité qui se rapporte à la TON. En considérant que ce n'est pas parce que le conteneur est à 380 mètres que le service est moins bien rendu que s'il est à 52 mètres. Je la fais courte de le faire, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un dispositif qui préexistait et comme le changement statutaire nous oblige à nous prononcer à nouveau là-dessus, là aussi je vous propose de le proroger. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à la mise en œuvre de ce point? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 6, donc c'est le rapport sur le prix et la qualité du service public des déchets par le SIETOM, puisque nous avons, je vous le rappelle, 2 syndicats qui sont opérants sur notre territoire, dans le secteur du Marsan, et je crois qu'on l'avait déjà voté. On l'a voté au mois de juillet, c'est ça? Donc là, il s'agit bien du SIETOM et des 46 communes qui sont desservies par ce syndicat-là, que vous avez reçu en pièces jointes. Est-ce qu'il y a, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des délégués au SIETOM, puisqu'il y en a plusieurs parmi vous qui veulent prendre la parole et puis l'expliciter, ou est-ce qu'il y a des points à mettre en avant? Non. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à l'adoption de ce rapport annuel? Des abstentions? Je vous remercie. Au point numéro 7, donc, il est nécessaire de pourvoir au remplacement d'un délégué suppléant pour la commune de Pembo. Donc, je ne sais pas où j'ai André. Donc, si tu as une candidature spontanée. Oui, Michel Cazalet. Michel Cazalet. Cazalet. Avec un S. Donc, est-ce que quelqu'un voit un inconvénient à ce que Michel Cazalet soit désigné comme délégué suppléant de la commune de Pembo? Non, il n'y a pas d'abstention non plus. Donc, il en sera fait ainsi et dorénavant, il pourra siéger. Le point numéro 8. Eh bien, le point numéro 8, je vais laisser la parole à Jean-Jacques, peut-être. Je peux continuer. Bon, alors si je dis des âneries, tu me corriges et tu complètes. Donc c'est une délibération qui fixe les modes de concertation entre la commune, et c'est ce qu'on vous a présenté à Castelmaire, donc dans le bureau lors de la conférence des maires, qui fixe le mode d'échange entre l'intercommunalité et les communes tout au long du PLUI. Alors, je ne refais pas le débat, on peut toujours faire plus que ce que l'on s'engage à faire par délibération, mais il serait une erreur manifeste, et en tout cas, nous serions en faute si nous faisions moins. Donc la délibération fixe bien les modalités minimum,
auquel on s'engage. Donc pour mémoire, il y a la conférence des maires, il y en a au moins 2 obligatoires, mais rien ne nous empêchera, si on en ressent le besoin, d'en faire davantage. Les conseils municipaux sont identifiés en tant que partenaires aux différentes étapes. Le conseil communautaire, les conseils municipaux. Donc l'un des points sur lequel vous avez présenté, Jean-Jacques, c'est qu'on a instauré une conférence des communes, puisque en gros, il vous est proposé qu'avant chaque point qui fera l'objet d'une validation en conseil communautaire, pour que l'on s'assure que chaque commune, même qu'elle ait participé ou pas à des commissions thématiques et aux différentes commissions de travail, qu'il y ait une préconsultation. C'est-à-dire qu'en gros, ce que l'on a fait, ce sont des noms, ce que l'on a fait à Castelnaire, la conférence des maires, mais que ce soit les maires ou pas les maires, peu importe, mais que chaque commune puisse être associée et se prononcer avant que l'on ne formalise des décisions. Bon, la conférence des communes, c'est tout à fait, c'est ça dans l'esprit, et c'est ce que l'on essaiera de mettre en œuvre. Et donc, il y avait la mise en place d'un comité technique, je ne reviens pas sur les définitions du comité technique, d'un comité de pilotage avec un système les modalités de communication, plateforme électronique et envoi systématique des comptes rendus, mairie, conseiller communautaire. Et il appartiendra, pour que ce soit le cas à chaque municipalité, après de diffuser aux conseils municipaux. Donc voilà un peu le canevas et le schéma d'information et de concertation qui est mis en place. Et donc il nous faut le délibérer préalablement à la prescription du PLUI. Avant de dire qu'est-ce qu'on veut faire, il faut dire en gros comment on va le faire. Est-ce qu'il y a des questions que vous n'auriez pas, auxquelles vous n'auriez pas eu de réponse lors de la présentation qu'on a fait la semaine dernière, ou qui vous sont revenues depuis? Non? Vous pensez qu'on peut y aller comme ça? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention non plus. Et donc maintenant, il nous faut prescrire le PLUI, donc s'engager dans cette petite aventure, parce que je pense que pour ceux qui l'ont vécu, si j'ai bien écouté, bien entendu, les expériences de nos collègues du Tursan qui ont débroussaillé le chemin, et on pourra s'appuyer utilement sur leur expérience, je le pense. Donc en résumé, ce PLUI, donc on va partir sur un calendrier de 4 et 5 ans, on va dire. Et puis après, le chemin faisant, on verra où on en est. Il va tomber, alors certains d'entre vous y étaient peut-être, y étaient c'est sûr, aux différentes réunions publiques SCOT, il va tomber légèrement postérieurement à la mise en place du SCOT, qui est le document intégrateur en matière d'urbanisme, et donc qui est le chapeau dans lequel les différents PLUI du pays Hadoche-Los-Tursan devront s'insérer. D'où l'importance d'être présent et dès le SCOT sur les éléments mis en place, parce qu'ils auront une incidence évidente sur notre territoire. Je fais un peu de digression, mais les points que le SCOT a abordés, en matière de consommation des espaces, les gravières sont concernées, et c'est là qu'il y a quelques frictions, je dirais, d'interprétation avec l'administration, des fois sur est-ce que ces gravières font partie des surfaces consommées, ou est-ce que ce reste des espaces naturels. Il y aura un débat aussi, alors ça semble s'orienter vers une dissociation et ne pas être calculé dans des espaces artificialisés. Il y a aussi un travail à faire et qui nous concernera sur les surfaces liées au développement économique. Quel en sont l'inventaire, quelle en sera la consommation, est-ce qu'elles sont intégrées dans les calculs des surfaces là aussi artificialisées, et comment est-ce qu'on le programme. Donc le SCOT ne définira pas les zones, mais définira les tendances. Où est-ce qu'on les positionne, quels sont les besoins du territoire des 151 communes qui composent le SCOT. Et donc le travail a déjà commencé au niveau du SCOT, et le PLUI le précisera et déclinera ça, puis après avec le volet habitat, mais auquel vous êtes plus familiarisés. Voilà donc ce que l'on s'apprête à prescrire.
et a démarré. Est-ce qu'il y a des oppositions à la prescription de ce PLUI? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous en remercie. Le point numéro 10. Donc là, c'est au titre de la compétence acquise au 1er janvier dernier en matière d'urbanisme. Il nous faut approuver la modification simplifiée du PLU de la commune d'Oris. Est-ce que monsieur le maire d'Oris veut commenter cette modification-là? Juste pour mettre à jour les emplacements qui étaient réservés par cette PLU. Non. Alors c'est tout juste pour mettre à jour notre PLU, c'est-à-dire il y avait des emplacements qui avaient été réservés précédemment par le PLU initial concernant la station d'épuration, notamment plus l'agrandissement des écoles, bon, ce qui n'avait plus lieu, donc il a fallu l'enlever. Et puis après, il y avait aussi la modification qui consistait à prendre en charge les bâtiments, les granges, notamment à caractère qui pouvaient changer de destination, c'est-à-dire pour l'habitat. Je vous le fais simple. Voilà. Non, c'est une modification simplifiée, donc c'est simple, c'est normal, c'est cohérent. Est-ce qu'il y a, bien que ça ne concerne qu'il nous faut nous prononcer collégialement sur ce point-là, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que l'on modifie le PLU d'Oris en ce sens-là? Des abstentions? Oris nous en sera reconnaissant. Point numéro 11, c'est concernant la modification simplifiée là, du PLU de Bamako. Bon, je ne reviens pas sur la motivation de cette modification qui est notamment liée au projet dont on a déjà parlé. Et donc nous souhaitons, comme pour les autres modifications, nous attacher l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la DACL avec la mise en place d'une convention et pour un montant de 600 €. Et donc c'est cette autorisation-là, de signer cette convention, que je vous demande par le biais de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Donc s'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Et je note que Olivier Martinez ne participe pas au vote. Point numéro 12. Donc cela concerne le droit de préemption urbain. Donc je ne vais pas y revenir, on a déjà aussi longuement débattu. Pour mémoire, on a instauré le droit de préemption urbain au titre de la Comcom, au bénéfice de la Comcom, donc lors d'une précédente délibération. Et là, il y a deux premières délibérations de réajustement. L'une purement technique et interne à la Comcom qui consiste, si vous en êtes d'accord, à me déléguer la signature et le droit d'exercer ce droit de préemption en votre compte, puisque si on a besoin de l'exercer, et à défaut de cette délibération, il faudra prendre une délibération au cas par cas. Donc là, c'est une délibération purement fonctionnelle, si vous en êtes d'accord, en sachant que bon, ça ne se produit pas tous les 4 matins, mais étant donné qu'entre la DIA et la péremption du droit de préemption, il n'y a que 2 mois, donc des fois ça peut être un peu compliqué. Donc cette délibération a vocation à lever cette hypothèque, même s'il y aura nécessairement une concertation avant qu'elle ne soit mise en œuvre. Et avant de vous les soumettre au vote, donc il y en a une deuxième qui, elle, la concerne tout le monde, enfin tout le monde, toutes les communes qui actuellement sont couvertes par un PLU, et qui consiste, donc je le rappelle, à restituer aux conseils municipaux de chaque commune la capacité à exercer le droit de préemption que nous avons instauré pour les surfaces, pour les parcelles et pour les zones identifiées dans les PLU au titre de l'urbanisme lié à l'habitat. Donc par déduction, la Comcom concerne pour les zones dédiées à l'économie, développement économique, parce que ça ne peut s'exercer que sur ces zones-là, les zones A, F, il n'y a pas forcément, ça ne s'exerce pas, c'est une représentation urbaine. Et donc là, c'est 2 délibérations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok? Donc, pour la première qui consiste à déléguer au président le droit d'exercer
ce DPU sur les surfaces économiques par la Comcom. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Pour la seconde, qui consiste à redéléguer aux conseils municipaux le DPU concernant les surfaces vouées à l'habitat, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Et alors je le reprécise parce que ça fait l'objet d'une question en bureau, pour les communes qui sont ou au RNU ou en carte communale. Si on veut, et si vous souhaitez, et j'ai cru comprendre que c'était souhaité, puisque ça existait dans certains cas, instaurer un droit de préemption. Ça se fait à la parcelle, c'est-à-dire que toutes les communes qui sont concernées et qui veulent instaurer un droit de préemption, et Jean-Jacques mènera ce travail-là, il faut le préparer, et une délibération que nous devrons prendre devra instaurer commune par commune la zone d'impact de ce droit de préemption à la parcelle. Bon, c'est pas infaisable, hein, mais ça demande un peu plus de temps, donc c'est pour ça que cette démarche-là est dissociée de ces deux premières qui sont plus générales et plus simples. Donc je vous invite d'ores et déjà, pour ceux qui sont concernés, donc les communes au RNU ou en carte communale, à réfléchir à ce que vous voudriez en faire de ce dispositif-là, de manière à ce que Jean-Jacques et la Commission puissent y travailler et présenter une délibération visant à mettre en œuvre ce dispositif assez rapidement, ça on n'en parlera plus. D'accord? Marcel, Oui. pour celles qui l'ont instauré, on ne bouge pas. Pour celles qui l'ont instauré. C'est-à-dire ceux qui ont pris déjà, disons, par elles-mêmes, ce droit de préemption. Non, tu ne peux plus l'avoir. Non, mais auparavant. Non, tu ne peux plus l'avoir. C'est la Comcom qui l'a, là où il y a du PLU. Là où il n'y en a pas, il n'y a plus de droit de préemption qui existe. Oui. Puisque la compétence, la capacité à instaurer le droit de préemption est remontée aux intercos au 1er janvier dernier. Donc tout ce que vous aviez avant comme droit de préemption n'existe plus. Je veux dire, c'est pour ça que c'est important, si vous voulez conserver ce que vous aviez avant, il faut le remettre en place totalement, par le biais d'une délibération complémentaire. On est obligé de recommencer. Voilà. Le dispositif qui existait, que chaque commune avait mis en place, n'existe plus, puisque formellement, depuis le 1er janvier dernier, la capacité à instaurer le droit de préemption urbain est remontée des communes aux intercos. Donc, mécaniquement, même si une commune l'avait instauré en bonne et due forme, ce que tu sembles dire, voilà, ce dispositif-là n'est plus efficient. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire valoir le droit de préemption que tu avais instauré. Mais on peut le réinstaurer, et c'est ce que je précisais juste avant, par le biais d'une délibération, le dispositif que tu avais mis en place, on le remet en place par la Comcom le redélègue au conseil municipal de Monceau pour ce qui te concerne, et on peut revenir à... Mais il faut le refaire. Oui. En termes de timing, ça donne quoi ça? Ben, on va le faire dans les prochains mois, je pense que c'est un inventaire des parcelles sur lesquelles ça porte, ça semble pas insurmontable. Oui, tout à fait. Non, mais ça sera opérationnel quand? Dans 6 mois, 1 an et demi Ah non, pour moi c'est d'ici la fin de l'année. Là, Ah non, mais je pense que c'est... On passe un conseil communautaire. Et que ça passe en analyse du conseil. oui, mais le temps de faire les documents. Oui, non, c'est pour ça que je vous invite. C'est pour ça que je vous invite à y réfléchir dès à présent. Si chaque commune arrive avec les parcelles bien identifiées sur lesquelles vous souhaitez faire apporter le DPU, on prend une délibération qui l'instaure sur ce truc-là et qui vous le rétrocède. Si c'est au titre de l'habitat, le principe, si c'est des parcelles qui sont au titre de valeur économique, ben, c'est la Comcom qui l'instaurera, mais sur votre commune. Et puis voilà. Mais ça peut se faire très vite, il suffit d'avoir une liste de parcelles et de la délibérer. Il suffit de reprendre l'ancienne délibération. Pour toi, non? Oui, tu vas avoir le changement. Mais, s'il vous plaît, non, la question que pose Gilles est tout à fait pertinente. C'est qu'à défaut de documents d'urbanisme, il n'est pas identifié si c'est une parcelle qui est vouée au développement économique ou si elle est vouée à l'habitat. Théoriquement, tu as parfaitement raison. En même temps, je ne doute pas que dans chaque commune, là où la question se pose,
Je pense que le maire et le conseil municipal ont une petite idée de savoir s'ils veulent la destiner à l'habitat, même si ça n'est pas formalisé dans un document, ou s'ils souhaitent qu'elle soit à disposition de la Comcom pour le développement économique. Donc, bon, voilà, c'est un travail qu'on a mené ensemble, et je pense qu'il ne sera pas très compliqué de savoir si c'est l'une entité ou l'autre qui sera en capacité de l'exercer. Donc, même si ça n'est pas formalisé, c'est pas tout à fait aussi simple que je le disais, mais... Pardon? Vu la lourdeur pour établir une boîte urbanisme, on ne peut pas comme ça, de plume, fixer des parcelles constructibles, pas constructibles, etc. Non, il s'agit... Des parcelles Non, qu'on pourra non, pas. non, entendons-nous bien. Le trait de plume, c'est pas un vrai PLUI, c'est les parcelles, sur lesquelles, je le répète, sur lesquelles vous voulez, vous, maire et conseil municipal, voilà, vous dites, ça aurait un intérêt pour la collectivité municipale ou communautaire, hein, et après le droit de préemption s'exerce ou s'exerce pas, parce qu'on en parle beaucoup, et on en exerce fort peu. On sait très bien que la négociation, mais ça permet d'avoir les informations sur les zones où c'est instauré. Ensuite, la publicité passe sur l'entité communautaire, sur les journaux, ou l'entité de la commune. Pardon. La publicité, lorsqu'on fait des DPU, ensuite, il faut le signaler aux usagers. Avis public, c'est la communauté qui le fait ou la commune? Ça dépendra de qui c'est qui l'exerce, puisqu'on crée le distinguo entre, on garde capacité à la commune de l'instaurer dans certains domaines, donc dans ce cas-là, la commune fera son affaire de la démarche qui est nécessaire de porter. Si c'est la Comcom qui le met en œuvre, c'est la Comcom qui l'exercera. Oui, parce qu'il faut 2 journaux, 2 avis. Oui, oui. Et je redis ce que j'ai dit, quel que soit le dispositif, le dispositif précis qui est à mettre en œuvre, en fonction de qui fera valoir le droit de permission, celui qui est le dépositaire, et en fonction de celui le mènera de A à Z. D'autres questions en parallèle de ces délibérations que vous avez adoptées? Non, c'est à peu près clair. Donc il nous reste ce travail à peaufiner. Point numéro 14, développement touristique. Est-ce que Pascal souhaite commenter, présenter le point? Ouais. Oui, non, vas-y. Oui, rien d'extraordinaire. Le classement, on en a parlé du bureau. C'est le classement de l'Office du tourisme que l'on demande en deuxième catégorie, puisqu'on est dans la démarche qualité tourisme pour le professionnaliser. Et donc, on est obligé de passer par cette demande. Il y a 3 catégories. Il y a la première, qui est le saumon. La deuxième catégorie intermédiaire, ce qui est la nôtre. Et la troisième, qui est une catégorie inférieure. Voilà, et c'est juste ça. C'est bon? Oui. Après, j'aurais juste un petit mot à dire sur le tourisme, mais est-ce que tu préfères la faire ou après? On peut faire une digression tant qu'on est dans le tourisme, donc vas-y dans la foulée, et puis on votera après pour l'histoire de questions. Voilà, alors juste deux petites choses. La première, c'est que comme je vous l'ai expliqué, le bureau d'information touristique de Jaune va se déplacer, va passer dans la cave du Tursan à Jaune, définitivement. Les locaux vont être libérés parce qu'ils vont avoir une vocation plutôt culturelle, et une borne touristique, d'information touristique sera dans la cité de Jaune pour pouvoir informer donc le touriste qui viendrait, en plus du bureau d'information touristique qui serait à la cave. Ça, c'est une chose. Ensuite, après, juste vous informer qu'il y aura des éductours. Il y aura 3 éductours qui seront conviés, les prestataires ainsi que vous, élus, afin de découvrir aussi notre territoire, et c'est par cas il fallait le faire. Le premier serait à Saint-Sevé le 13 novembre, à 17h, il y aura les visites de l'OT.
présentation de l'accueil, un petit apéro, puis ensuite visite de Saint-Sever nocturne et visite de l'hébergement de la roseraie. En principe, on attend l'accord, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Ensuite, le 4 décembre, il y aurait du tour dans le Tursan, ça serait l'après-midi, avec le musée de la céramique, et ensuite la cave des vignerons avec une petite dégustation. Et ensuite, le 8 janvier, il y aurait du tour sur Agenmont, ce serait l'après-midi, où il y aurait la cité verte, la crypte et un petit apéro au jambon ou au landalco. Ça reste à déterminer. Par contre, je vous encourage à venir parce que c'est fort intéressant et ça vous permet les uns et les autres de découvrir, non pas que l'apéro ne soit pas intéressant aussi, mais aussi de découvrir ce que les uns et les autres possèdent, voilà, comme à découvrir. Et après, mais ça sera un petit peu plus tard, ça sera à faire conjointement. Il y aura 2 réunions, une sur Agenmont et une sur Saint-Sever, pour expliquer la taxe de séjour aux prestataires. Voilà. Alors ça m'a été demandé, elles étaient en train de les calculer. Nous étions en réunion ce matin quand Arnaud m'a posé la question et normalement demain on devrait avoir juillet et août devrait être voilà, expliqué. Alors ce sera des chiffres globaux également hein, sur l'ensemble du territoire. Il y aura une spécificité, bon, vous verrez, c'est Virginie qui va s'en occuper dès demain. Et on a un conseil d'exploitation aussi dans pas très longtemps où on fera le point sur tout ça également. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au tourisme ou pas? Oui. Alors pour le Tursan, oui, c'est le 4 décembre. Mais vous serez conviés, vous recevrez en mail une petite convocation. Non, il n'y a pas que la cave. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu n'as retenu que la cave. Il y a le musée de la céramique, il y a la cave du Tursan, et il y aura un tour aussi dans la ville de Jaune également. Voilà. À l'hôtel de ville. Sauvé. Non, et alors, pardon, Pembo, on s'est posé la question, sauf il y aura d'autres éductours en début au printemps, parce que Pembo, on trouvait dommage de ne pas le faire avec les coteaux pendant le jour où il y a les orchidées, donc on le fera avec la collégiale et tout ça, on fera un éductour spécial Pembo également. Mais on en refera d'autres éductours, oui, effectivement. Merci. Merci Pascal. Donc pour revenir à notre ordre du jour, est-ce qu'il y a des oppositions à cette demande de classement de l'office de tourisme en 2e catégorie? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous en remercie et donc poursuivons en ce sens. Point numéro 15, donc concernant le développement économique et les aides aux entreprises, je laisse la parole à Alix. Oui, alors dans le cadre du règlement des 2 entreprises, on vous propose de voter 2 subventions. Alors la première concerne Serge de Matos, coiffeur à Agenmont. C'est l'enseigne TIF Mode. Donc c'est pour des travaux de rénovation et de mise aux normes d'accessibilité. Le montant total des travaux éligibles est de 31 363,48 €, ce qui fait qu'on aurait à voter une subvention de 6 272,70 €. Le deuxième dossier concerne l'hôtel-restaurant L'Alios à Bamako, alors pour des travaux de mise aux normes d'accessibilité. Le montant des travaux éligibles est de 51 233,52 € et la subvention proposée est de 10 000 € puisque voilà, c'est 20% de montant maximum éligible de 50 000 €. Voilà. Des questions sur ces points-là? Non, c'est limpide. Donc, concernant ces 2 subventions, est-ce qu'il y a des oppositions? Ces subventions, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, on pourra aider ces 2 entreprises. Point numéro 16, donc, concerne les subventions OPH. Arnaud, est-ce que tu les présentes? Oui, c'est une délibération qu'on risque d'avoir à chaque conseil communautaire. Juste un point de précision, c'est probablement des dispositifs comparables qui seront mis en place sur le Tursan, puisque le diagnostic de l'OPH avance et a identifié que la mise en autonomie de maison pour s'adapter au vieillissement des populations et les économies d'énergie
sont des priorités pour tous les propriétaires occupants du Tursan. Et quand on voit les dossiers là, on voit que sur de petits travaux, on a quand même jusqu'à des fois plus de 50% de participation publique. Et avec des montants d'intervention qui, sur ces dossiers qui, eux, là, sont sur le Cap de Gascogne, ont des fois jusqu'à 10 000 euros. Tout ça pour vous dire que c'est quand même des choses intéressantes pour les habitants. Deux rappels de date. Une pour les maires de la commune ex-Cap de Gascogne, pour vous dire que le 12 octobre, on a une rencontre à 14h30, vous avez reçu les invitations, on fera le bilan sur les dossiers en cours, comment mieux faire savoir encore ces dispositifs auprès de nos habitants, et une information pour les élus ex-HCU, pour vous dire qu'une réunion technique aura lieu courant octobre avec le prestataire qui va être retenu pour faire le plan local de l'habitat, et que donc d'ici la fin du mois d'octobre, tout début novembre, on aura la première réunion avec vous pour qu'on puisse travailler sur l'évolution en matière d'habitat, d'évolution de population d'ex-HCU. L'objectif étant d'adopter un PLH rapidement et que sur courant 2019, on puisse avoir aussi des aides sur ce territoire d'ex-HCU. À partir de là, c'est l'ensemble de notre communauté des communes qui sera pourvue d'aide à la rénovation de l'habitat. Des questions sur les dispositifs qu'a évoqué Arnaud? S'il n'y en a pas, donc il nous faut délibérer sur les 4, il y en a 4 cette fois-ci, subventions accordées aux 4 dossiers qui ont été validés en amont. Des oppositions, des abstentions. Donc, on ira comme ça. Après, il y a 3 délibérations, 4 qui portent donc sur les RH. L'une, c'est une extension du domaine d'action d'une délibération qu'on a déjà prise concernant les remplacements et la création d'emplois temporaires. On l'avait limité dans un premier temps aux filières animation, donc pour couvrir les besoins de création de postes temporaires en centre de loisirs et actes de garderie. Simplement, il s'avère que si on ne la généralise pas à l'ensemble des filières, là, je suis obligé de vous en demander une, parce qu'il y a une absence prévue dans une médiathèque, et puis un jour ou l'autre, ça va être ailleurs, dans un autre domaine. Donc, ce qu'il vous est proposé par cette délibération, c'est d'étendre à l'ensemble des secteurs et des filières de la fonction publique territoriale la capacité à créer, en tant que de besoin, des postes de remplaçants pour pourvoir aux absences temporaires. Ça ne vous heurte pas. Donc ça évitera de prendre une délibération à chaque fois. Il n'y a pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. La deuxième délibération concernant l'ARH est du même acabit, puisque c'est la création d'emplois contractuels pour accroissement saisonnier qui était aussi limité dans son champ d'action. Bon, là, ce sont des contrats qui vous sont rapportés au cas par cas, avec des maximums de 12 mois. Enfin, vous avez vu dans la note de synthèse les dispositifs qui sont mis en œuvre. Et là, bon, c'est pareil, c'est pour éviter d'avoir des délibérations spécifiques à chaque fois. Et le fait générateur, c'est notamment qu'il y a un contrat CAE donc, qui se termine à l'office de tourisme, qui était budgété à CDD classique jusqu'à la fin de l'année, mais on n'a pas de cadre d'emploi pour le recréer en CDD classique. Alors soit on prend une délibération qui le crée spécifiquement, soit c'est le choix que je vous propose par cette délibération-là, et pour ce type de motivation d'accroissement, c'est l'argumentaire qui permet de créer ces CDD, on le fait de façon générique, et dans ce cas de figure-là, dans la mesure où il y a les inscriptions budgétaires qui sont en face, on pourra y pourvoir dorénavant sans redélibérer. Voilà la raison d'être de ces deux dispositifs et de leur évolution. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous en remercie. Le point numéro 19
et 20 qui sont intimement liés. Donc c'est l'évolution de carrière d'un agent et la transformation d'un poste d'ingénieur principal en poste d'ingénieur hors classe. Je n'ai pas besoin de vous donner le nom, vous l'avez reconnu, on n'en a pas 36 ingénieurs dans la collectivité. Donc voilà, c'est l'évolution de carrière de cet agent qui le permet. Et je vous propose, par la création des postes adéquats et à la délibération suivante de l'adaptation du régime indemnitaire, d'y donner bon droit. Est-ce qu'il y a des questions? 33 € par mois. Brut chargé. Pour la collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Est-ce que je peux considérer que votre position tient aussi pour l'adaptation du régime indemnitaire? Pas d'opposition non plus. Point numéro 21. C'est la proposition d'avenant numéro 1 à la convention que nous avions passée fin 2016 entre la Comcom et la commune de Saint-Sevé, donc c'est l'aménagement de la rue Général de Gaulle. La commission voirie avait statué sur le périmètre d'intervention et la répartition, alors, et donc en y rajoutant ce qui était au départ des options. Donc cet avenant a deux objectifs. D'une part, intégrer les options qui avaient été validées par la commission voirie du mois d'avril ou mai, et d'autre part, de fixer un montant définitif, puisque entre-temps, les marchés ont été alloués, en tout cas déterminés par la ville de Saint-Sevé, et donc il y a un réajustement des montants avec des montants qui semblent devoir être définitifs, sauf changement de description du marché. Et donc pour un montant total TTC, même assistance de maîtrise d'œuvre compris, de 311 000 €. C'est dans l'enveloppe qui avait été fixée préalablement. Et pour mémoire, des fois qu'il y en a qui ne l'auraient plus en tête, c'est 150 000 € sur le budget 2017 et les soldes, donc 161 000 sur le budget 2018. Ça avait été préparé comme ça par la commission, et là il semblerait qu'on devrait avoir des montants définitifs. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 22, donc c'est aussi une convention, on en a parlé à plusieurs reprises, concernant l'entretien des espaces verts et des bâtiments communautaires sur Agenmont. C'est la commune d'Agenmont qui le faisait préalablement, et donc il a été proposé simultanément par la commission technique, et Dominique me corrigera si je dis une ânerie. La commune d'Agenmont a fait une proposition pour poursuivre cette action, tout ce qu'il faut, je taille, à faire l'entretien de l'ensemble des espaces communautaires sur la ville d'Agenmont. Et pour avoir une référence, on a demandé à des entreprises de nous faire des propositions de tarifs. Il s'avère que la proposition d'intervention de fort peu, mais de la ville d'Agenmont est plus intéressante que les propositions d'entreprise. D'où la proposition que je vous fais de conclure cette convention qui en fixe le coût annuel, qui en fixe les modalités de calcul, en volume horaire notamment, les clauses de révision et de termination et la capacité à s'en détacher avec un préavis de 3 mois, c'est-à-dire que, je vous le fais simple, chaque année la commune d'Agenmont fixera ses tarifs, horaires notamment, et devra nous les communiquer avant le 1er mars, et on a 3 mois pour dénoncer la convention. C'est-à-dire que, voilà, ça, on se prémunit les uns et les autres de variations ou d'évolutions qui seraient imprévues, et donc avant le budget, on sera en mesure d'avoir prête celle pour 2018. Voilà, Dominique, je crois que j'ai à peu près résumé la situation. Tu vois quelque chose à rajouter? À partir du moment où
Voilà, la proposition d'Agenmo était compétitive. Je reprends un petit peu sur la consultation qu'on a fait. Effectivement, on a consulté Jardin de Monnaie qui était à peu près à le même coût, mais un peu plus élevé qu'Agenmo. Et une entreprise privée, là, il n'y a pas photo, c'est des simples doubles. À partir du moment où les travaux en régie étaient compétitifs, on a préféré opter pour ce mode de fonctionnement parce qu'il est plus approprié et plus réactif, et plus cohérent par rapport à ce qui se pratique. Et on envisage également, j'ai demandé aux communes de Savadé et de Jaune si elles auraient la capacité peut-être d'envisager de calquer ce fonctionnement sur le secteur du Tursan prochainement, parce qu'il est quand même acquis que c'est plus approprié et moins coûteux. Voilà. Oui. Voilà, mais de toute façon, Dominique fait bien de le préciser, effectivement, Gilles a fait une demande en même sens pour qu'on puisse le regarder aussi et voir si, le cas échéant, ça peut se mettre en place, ce qui est fait notamment par les particuliers, par les entreprises privées. Oui. Pour compléter les propos de Dominique, concernant cette intervention. D'accord. Pour compléter les propos de Dominique, ce montant de la ville d'Agenmo, il est supérieur par rapport au montant de 2017, puisque les montants de 2017 étaient à hauteur, Dominique, tu me corriges si je me trompe, de 3 800 €, mais ils ne comprenaient pas la taille, ils ne comprenaient que la pente. Donc le différentiel, c'est principalement la taille et l'évacuation. En fait, si on a procédé à une consultation, donc effectivement, quand on avait fait le point à la commission technique sur les différents modes de fonctionnement sur les 3 territoires, le fonctionnement de ex-HCU était le moins coûteux, mais largement. Hormis, bon, ce n'était pas chiffré, puisque c'était les services techniques qui le faisaient en régie, à l'interne plutôt. Donc, le coût de la convention, de la prestation faite par la ville d'Agenmo, l'ancien coût était de 3 744 €, 3 750. Et effectivement, comme l'a dit David, on est passé à 17 222 €. Alors, sur le coup, on n'a pas tout à fait compris, on a regardé, et puis effectivement, on s'est rendu compte que jusqu'à présent, la ville d'Agenmo ne faisait payer que la pente, et ne faisait pas payer la prestation de taille, de nettoyage, d'arrosage, de tout ce qui va avec les espaces communautaires. Voilà, donc on a mis tout ça au clair, et c'est pour ça qu'on s'est décidé à faire une consultation pour savoir si on était dans le vrai, et voilà, donc, qui a été confirmé. À comparer, donc la prestation l'ensemble des prestations qui sont réalisées sur le Tursan, cumulées, ce sont des zones, des zones artisanales avec beaucoup d'espaces verts et peu de taille, quand même, c'est pas comme le niveau de florisme en Agenmo, coûtait aux environs des 10 000 €. Voilà, c'est vrai que ça nous choquait au départ, puisque sur Agenmo c'était plus complexe, c'était, on va dire, normalement pas. Voilà. Marcel, juste un commentaire pour s'installer, je sais qu'il y a des équipes internes, mais je pense qu'on peut aussi réfléchir et travailler de la sorte. On est en train d'essayer d'enrichir notre équipe espace vert, et quand on fait un bout de voirie, on peut aussi très bien faire l'espace de la zone d'Escalès, je pense, côté des fois. Ça peut peut-être permettre de mieux coordonner les actions des gens. Tout à fait. Juste un dernier ajout pour la commission technique, tant que tout le monde est là. Il y aura une convocation qui va partir pour une prochaine réunion le 11 octobre, le mercredi 11 octobre. Avec à l'ordre du jour, on va essayer de lancer le schéma de mutualisation. Merci. S'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y a des oppositions à l'adoption de cette convention? Est-ce qu'il y a des abstentions?
Je vous remercie. On a épuisé l'ordre du jour. Je vous fais grâce, vous l'avez sur la note de synthèse de la litanie des décisions prises depuis le dernier conseil communautaire. Ce que je vous propose, c'est de demander à la commune de Cona si elle est en mesure de nous accueillir le 25 octobre, et je crois que la réponse était oui la dernière fois qu'on a posé la question. On va faire le mieux possible. Et donc, quelques petits points d'information, c'est même pas des questions diverses, c'est pour que votre information soit la plus complète possible. Le premier point concerne l'étude d'audit sur l'abattoir d'Agelmont. Donc on en est où? Il y a une réunion, une rencontre avec l'ensemble des utilisateurs qui est fixée au 2 octobre, ainsi qu'un comité de pilotage de démarrage de cette audit. Pour des raisons administratives, le cabinet n'est pas déterminé encore, enfin, ça ne nous empêche pas de démarrer cette concertation avec l'ensemble des faiseurs, et puis dans la semaine qui suit, dans les 8 ou 10 jours qui suivront, le cabinet viendra épauler ce travail-là. Ça, c'est pour l'abattoir. Vous allez recevoir, là, tout à l'heure, c'est ça, il y en a une par commune, je regarde Sandrine, ceci. Je vous demande d'en faire bon usage et de le diffuser à bon escient. Au 1er janvier prochain, la résidence autonomie, enfin les 5 studios de résidence autonomie sur Saint-Sevé devraient être opérationnels. Donc si vous souhaitez en faire connaître le dispositif, eh bien, je vous y invite, et s'il y a des gens qui en ont besoin, c'est le moment. À titre d'information, et pour que l'information soit généralisée, peut-être bon nombre d'entre vous le savent déjà, il y a une étude de faisabilité qui est aussi lancée sur le secteur jaune qui est pilotée par Solia et qui est initiée par l'EHPAD jaune, qui est un EHPAD hospitalier, qui ne dépend pas de nous. Enfin, ça concerne la même problématique et un peu le même territoire, pour savoir quelle serait l'ampleur d'un service complémentaire de résidence autonomie, quel serait le bon calibrage sur le secteur plutôt ici jaune et sa zone d'influence. Voilà, donc les flyers qui sont pour vous, et je compte sur vous pour les diffuser à bon escient. Je vous rappelle que très prochainement, il y a le salon du livre, et je pense que Jean-Pierre va nous en parler un petit peu et nous donner comment on se fixe le rendez-vous. Parce que sinon, 6 mois, il faut que je vous en parle, ça va être vite fait. Mais je pense que Jean-Pierre, par contre, en a un peu plus. Alors, je ne vais pas être très long par rapport à ça. Vous savez que le week-end du 7 et du 8, le salon du livre Lire en Tursan a lieu à Jaune. Vous êtes donc tous invités pour le pot-au-feu, qui est une partie, on va dire, récréative, mais avant, vous serez bien penchés sur les livres, donc vous méritez ça. Vous savez que c'est un projet d'intérêt communautaire, donc qui vous concerne directement, et j'espère que vous serez nombreux à venir ce week-end-là participer à cette, je crois que c'est la 22e édition du Salon du Livre à Jaune. Alors, je crois que vous êtes invités pour midi, pour la remise du prix Lire en Tursan, qui dure en principe une demi-heure. Après, on va faire un petit tour dans la Bastide pour que vous voyez un petit peu en quoi consiste ce salon du livre. Et à 13h, le pot-au-feu, évidemment, la partie, je vais dire, de réconfort du salon du livre. Voilà. Mais il y a bien sûr des conférences le samedi, le dimanche, où vous pouvez venir sans problème parce que c'est intéressant et je pense que vous en repartirez satisfait. Alors le thème c'est le jeu. Alors voilà, il faut que je développe un peu plus, je vais le faire. Le thème c'est le jeu, alors il faut y voir quand même l'intérêt du territoire dans la mesure où nous travaillons de concert avec la médiathèque de Saint-Sevé qui a une expérience relative sur cette thématique-là, puisque tous les ans, il y a la fête du jeu.
C'est une thématique donc, un petit peu particulière, mais je pense qu'il peut intéresser les grands et les petits, puisqu'il y aura les conférences qui peuvent intéresser les grands, mais ça sera très interactif les 2 jours, puisqu'il y a des jeux pour tout âge, et notamment des jeux aujourd'hui très à la mode, qu'on appelle les escape games, alors excusez mon accent, où vous verrez qu'à partir d'une énigme, on peut jouer en groupe, et c'est quelque chose de très passionnant pour ceux qui l'ont déjà pratiqué. Donc, je vous invite à venir et vous inscrire au plus tôt également. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter au niveau communication. Oui, voilà. Voilà. Vous aurez un supplément sud-ouest qui paraîtra semaine prochaine également, qui vous présentera le salon, et puis une communication avec France Bleu, également tous les jours de la semaine. Merci Jean-Pierre. Un dernier point donc, concerne le trophée Chalosse-Tursan, puisque nous avions extrapolé à l'ensemble du territoire le trophée anciennement Cap de Gascogne. Alors là, je ne sais pas à qui je donne la parole, Jean-Jacques a aimé. Je pense qu'on se dirige vers une remise au 8 décembre, c'est ça? Ah, effectivement. Il eût été dommage d'amputer les tribunes de Mont-de-Marsan de la moitié de leur effectif. C'est un axe, hein, mais comme quoi, vous voyez, il y en a un au moins qui ne s'apprêtait pas à y aller. Donc voilà, c'est juste pour mémoire, donc, et pour que vous, si vous pouvez retenir cette date, c'est un vendredi soir, ça a été programmé à 20h. Et Aimé nous fait l'amitié de nous accueillir à Saint-Cric, comme ça, ce sera un vrai trophée Chalosse-Tursan. On va commencer par la Chalosse et puis la prochaine édition, on fera le Tursan. Ouais. Voilà, à Saint-Cric. Moi, j'en ai terminé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non? Alors je donne la parole. Je rends la parole à Jean-Jacques et je le remercie de son accueil. Bien, mais pour terminer la soirée, on va aller dans la petite salle à côté et on va passer aux choses sérieuses, enfin gourmandes, je vais dire, moins sérieuses. Et, voilà, donc les fêtes à battre, c'est pas encore, mais c'est dans 15 jours. Alors, venez nombreux si ça vous dit. Allez. Ah oui, pensez à venir, avant de vous échapper, signer le registre, sinon Jean-Jacques ne vous servira pas à boire.